Salut les créateurs de richesse et bienvenue sur le podcast Richesse et Liberté. Écoute, aujourd'hui, là, j'ai une histoire bien personnelle comme invité. C'est assez exceptionnel parce que j'ai eu le privilège, lorsqu'il était haut comme ça, de le coacher au football à l'époque chez aux Cowboys de CSL à Laval, ici même à Laval. Écoute, triple champion de la Coupe Grey avec les Alouettes de Montréal et les Argonauts de Toronto. Et puis, par la suite, dominer la LCF, naturellement, avant d'être transféré sa discipline d'athlète de pointe dans le monde de la haute finance. Donc, il a transféré, dans le fond, toute son émotion, sa force, sa vigueur, sa discipline sportive dans le domaine des affaires et de la finance. Imaginez-vous donc, il est détenteur de MBA. Ça, là, ça m'a impressionné. On va en parler aujourd'hui. Puis aujourd'hui, conseiller en gestion du patrimoine et expert en analyse de football canadien à RDS. Il est de retour aujourd'hui avec moi pour prendre et gérer. Et comment gérer notre argent? On va jaser de son histoire. Comment aujourd'hui, les jeunes, comment on peut mettre 10 piastres de côté pour avancer vers la liberté financière et la retraite? Et puis, aujourd'hui, on ne peut que souhaiter la bienvenue à mon ami Danny Desrivaux. Comment ça va, Danny? Ça va super bien, Jeff. Je suis bien content d'être ici. Écoute, malade. Écoute, Danny, comme je pose la première question, comme tout le monde, les créateurs de richesse sont là, ils nous regardent, sois pas gêné. Je sais que tu as l'habitude avec la caméra, mais Danny Desrivaux, analyste sportif, analyste financier, footballeur, professionnel. Mais c'est quoi, Danny, dans l'ADN, là? Ouais, je pense qu'à la base, Danny Desrivaux, c'est quelqu'un qui a jamais eu peur de rêver, qui a jamais eu peur de tracer son propre chemin, qui a jamais eu peur de viser des choses qui sont de nature bas pourcentage. Je pense qu'on peut l'appeler ainsi. Puis je suis un mélange de plein de choses. J'ai l'impression que je suis aujourd'hui la somme de l'origine de mes parents, où j'ai grandi, mes expériences. Puis c'est ce que j'amène dans toutes les choses que j'entreprends. Parle-moi un petit peu, là, on part, mettons, de l'enfance, la famille, parce que tout le monde s'imagine que les grands sportifs, entre autres, ils viennent d'une famille remplie de cash, puis là, on vous pompait de protéines, puis let's go, va au gym. C'était pas le cas. Vraiment pas, là. Tu sais, moi, j'ai eu un peu ni l'un ni l'autre, là. Tu sais, je viens pas d'une famille de gens fortunés. Puis, je viens pas vraiment d'une famille d'athlètes. Tu sais, moi, j'ai pas de souvenirs parce que c'est pas arrivé, là, mais c'est pas mon père qui m'a appris à lancer un ballon, à tenir un bâton de hockey, qui m'a amené au parc. Tu sais, puis je pense que j'ai jamais vu mon père attraper un ballon de football ou même kicker un ballon de soccer. C'est vraiment le quartier qui m'a un peu appris et a vu en moi le potentiel athlétique. Puis, c'est par la suite que ces gens-là sont allés cogner à la porte de chez mes parents et disaient « Hey, ton gars, il devrait peut-être s'inscrire, puis je sais que vous êtes occupé, inquiétez-vous pas, on va venir le chercher, on va le ramasser, on va le ramener. » Puis j'ai commencé un peu comme ça, puis ça a été un peu un combat avec ma famille, tu sais, qu'ils me permettent de m'investir dans le sport, parce que pour eux autres, ils sont pas partis d'Haïti, un pays de misère qui allait pas bien, puis il y avait pas d'optique d'avancement pour que leurs enfants aillent s'investir dans le sport. C'était pas ça la mission. Tu sais, la mission pour eux autres, c'était de donner des meilleures opportunités académiques, de vie, de prospérité par la voie des études. Donc, tu sais, quand moi, je leur disais, mais je voulais aller m'investir dans le football, c'était, mais OK, c'est le fun, mais assure-toi que les études vont bien, puis assure-toi que ça t'empêche pas d'avoir un chemin vers un bon parcours académique, parce que c'était ça la définition de la réussite pour mes parents, là. On peut-tu dire aussi que le sport spécifique, le football canadien, entre autres, ou même américain, là, on peut-se dire que c'est un sport qui est mal perçu par les parents à la base, à cause de la violence qu'on y découvre, là? Assurément, puis encore plus pour des parents qui ont pas grandi dans leur jeune âge dans le sport organisé. Puis là, leur enfant vient leur demander de faire du sport organisé, puis celui qui a choisi, c'est celui où est-ce que, d'apparence, c'est des gens
plus gros que notre enfant avec des casques, épaulettes qui se foncent dedans, puis des gens qui sont des fois par terre, qui ont des blessures sévères. Donc, mes parents n'étaient pas très enjoués que je m'investisse dans le football. Puis, mes premiers pas en football organisé, c'est un peu en cachette, là. Tu sais, j'avais un cousin qui jouait pour les Broncos de Duvernay. Il m'a invité à sa pratique. Je suis allé avec mon frère. Là, on est tombé en amour avec le sport. Puis là, je suis retourné voir mes parents pour leur dire que là, je veux m'inscrire. Puis là, ils étaient comme, ouais, tu veux t'inscrire au football, c'est quoi ça? Puis clairement, tu sais, ils nous ont permis de s'inscrire. Mais tu sais, jusqu'à très tard dans mon parcours, j'ai souvent senti que, tu sais, moi, je voyais ça comme mon plan numéro 1. Puis pour mes parents, j'ai l'impression qu'ils avaient hâte que ça se termine, cet investissement-là de temps vers le sport et le football. Là. Mais tu sais, il faut dire que quand on regarde ça, et moi, je me rappelle aussi, même moi, en tout jeune âge, quand j'ai joué, tu sais, on arrive à la pratique. Puis là, des fois, on arrive, la première fois, on va voir une pratique, tu sais. Puis dans n'importe quel sport, je pense qu'on est toujours impressionné en étant sur le side, à regarder ce sport-là. Puis là, voir deux individus, un en face de l'autre. Puis là, à un moment donné, le coach, il siffle. Puis on se rentre dedans. Ouais. Ah, puis là, le coach, il dit, je suis pas content. Ouais. On recommence. Ouais. C'était une autre époque. C'était une autre époque. C'est une autre époque. Puis je les comprends, mes parents, avec du recul. Là, je les comprends de juger ce sport-là comme un sport potentiellement dangereux. Puis j'étais pas un gros bonhomme, là. Puis je suis toujours pas aujourd'hui, là, mais tu sais, j'étais un petit bonhomme qui voulait jouer au foot. Puis dans ce temps-là, c'est les gros qui jouaient au foot, là. T'étais grand, gros, costaud, t'allais jouer au football, là. Donc, tu sais, moi, je voulais m'investir dans un monde des grands. Puis mes parents, ils disaient, ben, ça n'a pas d'allure, là. Tu vas aller là, tu vas te blesser. Puis il y a toujours des gens blessés partout. Heureusement, ils n'étaient pas à toutes les pratiques et tous les matchs, là. Puis mettons, si on regarde le sport dans son ensemble, qu'est-ce qui t'attirait au début de ce sport-là, mettons? Là? Moi, ça a été un coup de foot. Ça a été vraiment la somme du tout. Puis moi, j'étais un jeune garçon très introverti, pas une grosse estime de soi, pas une grosse confiance en lui-même, victime d'intimidation, sentiment d'être toujours la seule personne qui est comme moi dans l'univers. Puis c'est vraiment dans le football que j'ai pris confiance en moi, puis que j'ai réalisé que le football me permettait d'utiliser toutes mes aptitudes. Mes aptitudes d'intellectuel, mes aptitudes de leadership, mes aptitudes athlétiques, le concept d'équipe, chacun son rôle, l'abandon de soi pour aller chercher un objectif commun. C'est vraiment là que je suis tombé dans moi, tu sais, puis j'étais un bon étudiant qui aimait le sport, puis j'ai l'impression que quand j'étais jeune, il fallait un peu que tu choisisses. Tu étais ou bien un très bon étudiant, ou bien tu étais un athlète, tu ne pouvais pas être les deux. Puis j'ai l'impression que quand j'étais arrivé au football, c'était célébré d'être quelqu'un qui se rappelait de tous ses jeux, puis qui connaissait tous ses jeux, puis connaissait les jeux de l'autre, qui pouvait aider les autres joueurs à côté de lui, mais qui était aussi bon athlétiquement, capable de se dégager, attraper le ballon, faire des touchés. Moi, c'était vraiment un coup de foudre instantané, là. Je veux juste vous dire, en tout cas, allez voir sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos quand même là, qui traînent. Là, c'est assez impressionnant. Moi, je peux vous le dire, quand il était jeune, ou de même, là, peut-être plus, parce que là, je suis assis. Là, tu sais, et puis là, quand il arrivait sur le terrain, là, en fait, les défensives avaient peur parce que à l'époque, quand on est en bas âge, il y a dès que quelqu'un sort du lot avec une capacité physique, écoute, il devient un héros hyper rapidement. Donc, pour tes pères, dès bas âge, tu étais considéré comme un super-héros de l'offensive, comme athlète vraiment complet. Là. Fait que tu as fait un petit bout de temps à CSL. Après ça, tu pensais-tu un jour, par exemple, dès cet âge-là, que tu étais pour jouer professionnel? Oui. Puis moi, je me rappelle, j'ai commencé à jouer au football milieu des années 90. J'ai commencé, je pense, fin Pee-Wee, début Bantam avec les Cowboys de CSL. Puis l'année d'après, on passe aux Bulldogs de Laval. Fait que là, je suis au niveau midget. Puis à ce moment-là, j'avais fait un choix entre le baseball, puis j'ai fait les deux pendant quelques années, baseball, football. Puis quand c'était le temps d'aller au midget, j'ai décidé d'aller au football. Puis on commence le midget secondaire 3. Fait que je suis à l'école secondaire de Saint-Maxime. Puis là, je sens que je suis bon. Là. Puis je me rappelle avoir écrit à mon professeur de secondaire 3 dans un cours d'anglais que mon plan de vie, mon objectif ultime, c'était de devenir un joueur professionnel. J'avais tombé sur l'histoire de Chimanga Biakabutuka. Ouais.
Puis j'avais su son parcours. Il est allé au cégep de Vanier, il est allé à Michigan, il avait été repêché dans la NFL. Fait que moi, j'avais écrit à mon prof d'anglais, OK, ben moi, je vais terminer mon secondaire, je m'en vais au cégep de Vanier, je vais avoir une bourse d'études, je vais aller à l'Université du Michigan, je vais terminer mon parcours, puis je vais aller jouer dans la NFL, puis je vais m'acheter une maison sur le bord de la plage à Jacksonville, en Floride. Boum. Fait que à ce moment-là, tu sais, j'ai 15 ans, là, puis pour moi, c'était le seul plan. C'était clair, c'était linéaire. Je savais c'était quoi les étapes du parcours, puis il fallait juste que je m'investisse, puis que j'y aille une étape à la fois. Mais moi, c'était pas mal clair à 15 ans qu'est-ce que je voulais faire. Là. Donc, déjà à 15 ans, on peut dire que le concept de visualisation était déjà intégré en toi. Oui. Donc, tu visualisais déjà les hauts niveaux en tant que joueur. Donc, on voyait, tu as remplacé NFL par CFL. Exact. Le reste, t'as tout passé au travers. Bon, on va les voir, chacun des écoles que tu as passées. Mm-hmm. La maison à Jacksonville, tu l'as-tu? Non. Non, c'est ça. Puis quand j'ai commencé dans la Ligue canadienne, je le racontais souvent. On fait beaucoup de conférences quand on était avec les Alouettes et tout. Puis je racontais toujours aux jeunes, c'était quoi mon objectif. C'était de terminer mes études secondaires, aller à l'université, avoir une bourse, puis atteindre le niveau professionnel, avoir une maison. Puis je leur disais, écoute, j'ai pas réussi au pied de la lettre tout ce que j'avais écrit, mais quand tu regardes vraiment le parcours, j'ai pas été très, très loin de l'objectif. Donc, des fois, tu peux te permettre de viser super haut. Puis même si tu ne te rends pas au plus haut des sommets, d'après moi, tu vas avoir un certain niveau de réussite. Puis genre, dire, OK, non, dans ce temps-là, j'ai pas la maison sur le bord de la place de Jacksonville, mais j'ai un condo à Huntsic. Fait que, puis, je venais de commencer, puis j'avais acheté un condo. Puis pour moi, j'étais devenu propriétaire. J'étais au niveau professionnel, j'avais fait une acquisition. Fait que, pour moi, le plan avait été un peu ajusté, mais tout ça aurait pas été possible si c'était pas du fait que au début, je m'étais fixé un plan avec des objectifs, même s'il était farfelu, on dirait, là, au début. Mais c'est fou parce que en tant qu'entrepreneur, moi, j'arrête pas de le dire, puis moi, j'accompagne des futurs investisseurs immobiliers, puis je leur dis tout le temps, des fois, qu'est-ce que tu veux? Là, ils me parlent, mettons, je veux me construire un triplex, je veux me construire un... Non, laisse faire, shoot le 12. Puis en chemin, là, si tu finis avec un 8, tu vas être content, tabarouette, d'avoir un 8 au lieu de ton triplex. Fait que, if you have a goal... mais un plus gros goal. C'est tellement vrai, puis on le constate, là, les freins là, que les gens se mettent, là, c'est envers eux-mêmes. Les gens s'imposent des limites, puis pour quelles raisons? Alors qu'il y en a d'autres qui se permettent de rêver aux plus grandes des choses, mais on dirait que l'humain normal, pour se protéger contre l'échec de ses attentes, se fixe des objectifs qui sont plus bas que qu'est-ce qu'il pouvait vraiment espérer avoir. Et ça, c'est très dommage. Puis moi, j'ai l'impression, je dis toujours aux gens que j'aime, shoot for the stars, vise haut. Pourquoi toi, tu pourrais pas être dans la NFL? Ben là, il y a très peu de gens. Oui, mais même si c'est 2%, ces 2%-là, c'est des gens. Il faut que quelqu'un compose ces 2%-là, puis ça commence par des gens qui croient qu'ils sont capables de le faire. Fait que, mais depuis ton époque, je remarque, comparativement à la mienne, j'ai quand même pratiquement 15-16 ans de plus que toi. Ben non! T'es tout jeune. Non, mais je dirais que depuis ton époque à toi, il y a plus de Canadiens, Québécois qui performent dans tout sport confondu sur la scène internationale. Que ce soit au hockey, ça le hockey c'est bon hockey, mais soccer quand même, football, boxe, plein de sports que maintenant, NBA, moi, là, j'étais au secondaire, là, il n'y avait pas de Québécois dans NBA. Là. Puis donc, ça, c'est un autre aspect de... c'est bien beau viser haut et loin, mais des fois, les gens ne sont pas capables de viser haut et loin parce qu'ils ne voient pas personne d'autre le faire. Fait que, d'avoir un modèle, de voir quelqu'un le faire, quelqu'un qui te ressemble, quelqu'un qui vient du même quartier que toi, qui est allé à la même école que toi, des fois, juste ça, c'est assez pour te dire, ben là, si lui, il l'a fait, puis il vient des mêmes quartiers, puis les mêmes rues que moi, puis les mêmes obstacles que moi, ben peut-être que moi aussi, je suis capable. Fait que, ça aussi, avec le temps,
on le voit, là, le premier gars dans la NBA, puis maintenant on en a plein. Dans la NFL aussi, on commence à le voir. Là, MLB. Ben ouais, avant, les jeunes Québécois au football, avant, s'empêchaient presque de rêver à la NFL, puisqu'ils disaient, ben là, moi, je vais jouer dans la CFL. Si je réussis, je vais jouer dans les CFL. Puis aujourd'hui, je les croise, les jeunes, là, ils disent, ben non, moi, je suis le prochain Benjamin Saint-Just. Moi, je m'en vais dans la NFL. Là. Il n'y a pas d'ambiguïté dans leurs objectifs. Là. Écoute, j'ai pas besoin de te demander pourquoi tu voulais aller à Vanier. Dans le fond, check. T'as Jantim, Chimanga, l'anglais. Donc, t'es sorti de là bilingue. Exact. Moi, c'était, un de mes objectifs d'aller à Vanier, c'est niveau de compétition. Je voulais perfectionner mon anglais. Je voulais faire des études en anglais pour une première fois avant de les faire aux États-Unis. Puis, j'étais aussi allé à Vanier un peu par compromis avec mon père, parce que mon père, lui, il voyait que j'étais un bon étudiant. Puis pour mes parents, la définition de mon chemin, c'était, ben, tu vas peut-être devenir docteur, avocat, ingénieur. Là, c'était dans ces catégories-là. Puis quand je leur ai dit que moi, je voulais aller jouer au football, ils ont dit, ben non, c'est bien correct, là, mais maintenant, tu s'en vas au cégep, tu s'en vas à Bois-de-Boulogne ou à Brébeuf. Puis dans ces années-là, ben c'est encore le cas. Il n'y a pas de football dans ces cégeps-là. Fait que moi, pour qu'ils me permettent d'aller au cégep de mon choix, j'ai dit, ben je vais aller à Vanier, puis je vais étudier peu importe ce que vous voulez. Fait qu'ils m'ont dit, ben tant que tu vas étudier en sciences pures, tu peux aller où tu veux. Fait que là, j'étais allé à Vanier en sciences pures pour aller faire mon football, puis être sur les bancs d'école. Je pense qu'on était, moi puis un autre, Pierre-Luc Sylvestre, un autre des Bulldogs. On était les deux seuls en sciences pures de tout le programme de football. Mais t'es sorti de là avec un plus avec l'anglais. C'est ça, j'étais par formation. Bon compromis quand même, hein? Ben ouais, mais j'étais tellement prêt à tout. Ah, okay. Il m'aurait dit, étudie, fais un double deck, là, puis j'aurais dit, OK, pas de trouble. Pour jouer au foot, là, j'aurais dit oui à tout. Puis c'est, tu sais, quand on a la conviction, on aime ce qu'on fait, on est passionné de ce qu'on fait, mais on va faire les efforts qu'on a à faire pour y arriver. Absolument. Mais là, après Cheetah, pourquoi aller aux États-Unis? T'aurais pu aller à Montréal, l'Université de Montréal. T'aurais pu aller j'aurais pu. J'aurais pu. Puis, encore une fois, on est à une autre époque. Là. Moi, j'ai commencé le cégep en 99. Je suis parti en 2001. Ben, je suis parti en janvier 2002. Donc, cette époque-là, c'est le début du sport universitaire québécois. Ouais, qui commence. Tu sais, les Rougeards, je pense que ça commençait ou ça venait de commencer. Tu sais, je me rappelle avoir eu une marche avec Jacques Dussault qui s'apprêtait à commencer le programme des Carabins. Là. Ouais. Puis il disait, tu sais, tu pourrais venir, puis on pourrait faire bien des choses, puis partir le programme comme il faut. Puis, puis il y avait aussi le parcours de Touchdown Team. Moi, dans ma tête, le parcours, c'était, ben, tu joues au cégep, t'as un scholarship, tu vas aux États-Unis, tu roules ta bosse, puis c'est le chemin pour aller à la NFL. Donc, tu sais, pour moi... Parce qu'à ce moment-là, tu avais encore le goal. Là. Le goal, c'était la NFL. Ben ouais, je venais de faire 3 ans au cégep. J'avais fait des camps aux États-Unis. J'avais performé. Je sentais que j'étais de calibre, que je pouvais performer, compétitionner. Puis j'avais déjà eu des discussions avec des équipes universitaires américaines. Donc, pour moi, le football universitaire québécois ou canadien, parce qu'il y avait aussi Ottawa qui était pas mal fort dans ce temps-là. Les GGs. Ouais, c'était un plan B pour moi. T'sais, si j'étais pas capable d'avoir une bourse d'études, ben, puis aller aux États-Unis, ben, j'allais aller au Québec. Puis, tu sais, on est quand même à 25 ans de là. Là. Maintenant, je comprends à voir qu'est-ce qui se passe à certains programmes au Québec. Je comprends certains jeunes de dire, ben oui, c'est le fun, une bourse d'études, mais pas n'importe où, n'importe comment, à n'importe quel prix pour renoncer à l'expérience de football universitaire québécois. Là. Mais c'était pas ça quand moi je sortais du cégep. Là. Puis là, tu as choisi quand même l'Université de Richmond. Puis ça, c'est une université qui a été fondée en 1930 quand même. Ouais. Et puis, c'est une université à caractère historique assez impressionnant. Ouais. Ça t'a-tu attiré, ça? Ben, tu sais, moi, mon parcours a commencé à l'Université du Connecticut. Ouais. Fait que j'ai commencé là, puis j'avais choisi cette université-là parce que c'était proche. Tu sais, c'était un programme qui était en train de grandir. Puis, tu sais, moi, mon premier sales job, là, c'est la découverte de ma bourse d'études parce que ma première et ma deuxième année au cégep, t'apprends un peu c'est quoi la sphère de l'universitaire américain. Il y a plein d'équipes, il y a des noms d'équipes que tu sais même pas sont placés où sur la map. Fait que moi, j'avais fait l'exercice de
sur USA Today, il y avait un lien là, où est-ce que tu pouvais cliquer sur chaque université par conférence. Tu pouvais voir c'était placé où géographiquement. Puis moi, j'ai poussé l'exercice d'aller voir, OK, mais comment se composent ces alignements-là? Combien de receveurs ils ont sous scholarship? C'est quoi le gabarit des receveurs? Fait que t'as fait des stats. J'ai fait des stats. C'était quoi les statistiques des receveurs? Parce que moi, je voulais savoir, est-ce qu'ils lancent le ballon... S'ils jouent tout le temps au sol. S'ils jouent le wing P, je m'en vais pas là. Si tous leurs receveurs sont 6 pieds 5, je m'en vais pas là. Si tous leurs receveurs, c'est des receveurs de première année, il y a fortes chances que je vais aller là puis m'asseoir derrière quelqu'un. Fait que si c'est trop loin, fait que moi, j'avais fait un short list de acquis, puis par la suite, j'avais fait une autre époque. On doublait des VHS. Prenais les VHS avec des enveloppes padées, j'allais aux Jean Coutu, je postais ça, j'achetais des cartes d'appel, je faisais des suivis d'envoi aux coachs universitaires américains pour leur dire je suis Danny Derivo, Vanier Prep, je suis un receveur de passe, je veux évaluer mes optiques d'avoir de beaux études. Puis c'est en faisant ça que j'ai un peu attiré l'attention de l'Université du Connecticut. Fait que là, j'ai ma bourse d'études au Connecticut. Puis ça a tellement mal été au Connecticut parce que je suis arrivé là, je me suis blessé. C'est devenu un environnement vraiment nocif. Puis la seule raison pourquoi j'étais là 3 ans, c'est parce que je voulais graduer. Puis je voulais pas partir, je voulais pas abandonner avant d'avoir un bac en poche. Puis c'est là que j'ai refait le processus pour aller à Richmond en Virginie, qui m'ont donné l'opportunité de jouer. Mais tu sais, je suis allé à Richmond parce que j'avais été recommandé. C'était une conférence qui était forte. Il y avait des besoins, ça avait cliqué, il y avait un spot pour moi pour jouer dès maintenant. Puis c'est après que j'ai compris où est-ce que j'étais sur la map. Parce que moi, quand j'ai vu le choix de Richmond, j'ai trouvé vraiment que ça le caractère de cette université-là, parce que je suis allé lire cette université, puis j'ai trouvé que ça fitait avec toi. T'sais. Quand même, là, on parle rapidement de l'université où tu es allé. Là. 5e rang sur 25 sur l'accessibilité des professeurs. Donc, le caractère humain, de ce que je connais de toi, est important. 3e rang sur 25 pour la meilleure gestion de collège. Numéro 3 sur 25 dans la meilleure des écoles privées pour les stages. Tu sais, quand quelqu'un veut penser là, de vouloir s'en aller à l'école puis faire une carrière, penser dès maintenant à son après-carrière, c'était excellent comme choix. Numéro 3 sur 25 comme la meilleure expérience en classe. Numéro 1 sur 25 pour les plus beaux campus. C'est beau pour de vrai. J'ai vu une photo, j'ai dit « wow! » Tu sais, c'est le sud des États-Unis. C'est très traditionnel. Conservateur. Puis, tu sais, Richmond, là, d'aller là-bas, c'est en Virginie. Puis, tu sais, il y a des belles choses, mais il y a aussi un certain aspect culturel qui est différent là-bas. Tu sais, moi, de passer de Laval, Montréal, tu sais, comment on est ici démographiquement, tout le monde est mélangé, tout le monde se tient, tu sais, c'est un melting pot de personnes. Puis d'aller au Connecticut, qui est comme dans la région de New York, Boston, fait que c'est un peu similaire à Montréal. Puis d'aller à Richmond, en Virginie, puis avoir l'impression que tu as fait un voyage dans le passé, puis t'étais comme 70 ans en arrière, puis tu vois des traces des choses que t'as lues dans des livres, que t'as vues dans des films, puis tu te dis, tabarouette, comme il y a vraiment encore des gens qui vivent comme ça, puis qui s'affichent fièrement de choses que tu te ferais lancer des pierres là, si tu faisais ça à d'autres endroits. Là. J'étais comme, oh, wow, tu sais, ça a donné comme un regard sur les États-Unis que je connaissais pas, parce que moi, ce que je connaissais des États-Unis à ce temps-là, c'était la Floride, New York, puis qui est très similaire à ce que nous on connaît, mais d'aller vivre quelques années en Virginie, je disais, OK, je comprends pourquoi il y a beaucoup de climat, de poudre de dynamite, à cause qu'il y a des choses qui se font encore. Puis les gens là-bas, j'avais l'impression que c'était pas par malice, hein, c'était plus... Ça a toujours été de même. C'est comme ça. Mes parents l'ont toujours fait de même. Moi, j'ai toujours fait de même. Mon cousin, mes oncles et tout. Puis, pourquoi je changerais? Ben non, c'est ça. Puis ils n'ont pas l'impression qu'ils font rien de mal. C'est juste que c'est comme ça. T'sais, la cafétéria, les Blancs, ils mangeaient d'un côté, les Noirs, ils mangeaient de l'autre côté. C'est complètement... Puis personne ne se posait des questions. Puis moi, j'arrivais avec mon plateau de bouffe. Complètement différent de Vanier, là. Tout ben ouais. Tu sais, Vanier, nulle part. Puis moi, j'arrivais avec mon plateau de bouffe. J'étais comme... Ben là, moi, j'ai des coéquipiers qui mangent là, j'ai des coéquipiers qui mangent là, j'ai des collègues de classe qui mangent là, puis il faut que je choisisse. Puis si je fais un choix vers l'autre, ben ça me fait avoir l'air de quelque chose d'un côté comme de l'autre. Puis à un moment donné, j'ai arrêté d'y aller à la cafétéria. J'y allais plus.
parce que comme, ben là, moi, je veux pas avoir à choisir. Moi, je veux juste être ami avec tout le monde, puis j'aime tout le monde. Puis, tu sais, si t'es pas cool avec moi, puis t'es blanc, on sera pas cool. Si t'es pas cool avec moi, puis t'es noir, on sera pas cool. Là. On sera pas plus cool. Fait que, tu sais, moi, je veux juste avoir des bonnes relations humaines. Puis là-bas, c'était comme ça. Fait que c'était quand même un choc, mais tu sais, pour toutes les raisons académiques que tu nommes, je suis un peu tombé dans une bonne situation. Puis, tu sais, si j'avais terminé mon parcours universitaire là-bas, puis j'avais pas été joué au niveau professionnel, peut-être que ma vie d'entrepreneur professionnel, tu sais, je les vois, mes collègues de classe qui ont été là, puis qui sont restés là, c'était tapis rouge là, pour les jobs. Et aujourd'hui, je les vois sur LinkedIn, là, c'est des chefs d'entreprise, c'est des CEO, c'est des gens qui ont bien réussi là, parce que d'avoir un diplôme de Richmond, ça représente quelque chose d'important. Là. Est-ce que le sport a eu un impact directement sur ta façon de faire aujourd'hui ou ta façon de voir les affaires? 100%. 100%. Je pense que chaque chose que je vis ou chaque chose à laquelle je réfléchis, j'ai souvent une perspective sportive derrière elle. Tu sais, je me rappelle des moments de passer à travers certaines choses ou... tu sais, je vais souvent tirer de l'énergie ou de la perspective du sport pour me permettre de passer à travers toutes les choses que je vis aujourd'hui. Puis dans toutes choses, là, ma vie familiale, ma vie d'entrepreneur, ma vie d'humain, mes relations interpersonnelles, me fixer des objectifs, ma vie de conseiller financier. Je pense que je peux tirer tout de la fondation sportive que j'ai eue. Je vais reculer. Rewind. Quand t'as reçu ta première... J'imagine que c'était par lettre, là. C'était pas un email que t'as reçu quand t'as eu ton acceptation à la première université américaine? Ouais. Au Connecticut, c'était-tu une lettre par la poste? Non. Ce l'était pas parce que... Dans les films, on voit ça. Oui, je sais. Mais moi, mon histoire est un peu différente parce que moi, j'ai... Tu sais, ça s'est fait vraiment rapidement, ma bourse d'études pour aller au Connecticut. On avait eu des pourparlers, mais pas d'offre officielle. Puis, il y avait eu un camp d'évaluation à Grasset. OK. Puis, les scouts puis les entraîneurs de Connecticut étaient venus. J'avais eu une bonne performance. Puis, ils m'avaient dit, on a reçu tes vidéos. On est venu valider que tu étais bel et bien la personne qu'on a vue sur vidéo en termes de qualité athlétique, puis gabarit et tout. Et je pense que j'ai fait le camp d'évaluation en novembre. Puis, en décembre, j'avais une visite. Fait que j'étais sur le campus. Puis, ils m'ont offert la bourse d'études sur le campus. Wow. Ouais, parce que là, on était là, puis on dit, OK, on veut t'offrir la bourse d'études. Puis, c'était un peu, hein, take it right now. Tu sais? Ouais. Il dit, OK, il nous reste 2 bourses d'études. On t'aime toi. Si tu veux prendre la bourse d'études, elle est à toi. Fait que j'ai un peu pris la décision dans le bureau du coach par moi-même, pas appeler mes parents pour dire hey, c'est-tu du sens, c'est une bonne chose. Fait que j'ai pas eu comme une lettre officielle, sauf le document qu'ils m'ont fait remplir ou signer, c'était écrit Daniel Desrivaux dessus, tu sais. Fait que quand l'entraîneur il est content, il m'a offert la bourse d'études, j'ai dit oui, tu sais, il me donne la feuille, puis là, il voit mes yeux, puis moi, je suis un peu mal à l'aise. Là. Je suis comme, là, peux-tu lui dire qu'ils ont fait une faute dans mon nom? Tu sais, moi, je veux pas signer un document que c'est pas mon nom. Puis là, il dit, mais c'est quoi le problème, Danny? Tu sais, je dis, mais là, c'est écrit Daniel Desrivaux. Il dit, ben ouais, ouais, parce que ton vrai nom, c'est Daniel, tu sais, c'est pas Danny. Je dis, non, mon vrai nom, c'est Danny. Tu sais, c'est pas... Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de Danny. Danny, c'est un nickname, c'est un surnom, tu sais. N'importe qui s'appelle Danny, c'est Daniel. C'est un Daniel. Fait qu'eux, ils pensaient, mais quand il a vu ma face, ils pensaient que t'étais un Daniel. Que j'avais changé d'idée, que je voulais pas signer. Puis finalement, ils ont recorrigé. Puis là, j'ai signé. Mais quand je suis revenu de la visite, c'était fait. Là. Donc, il n'y a pas eu de moment, tu sais, tu reçois ça, puis t'es avec ta famille. Puis tu sais, maintenant, je le vois, là, c'est cool. Là, les jeunes, ils ont plein d'options, les casquettes, puis ils choisissent, je m'en vais à Michigan. Puis là, toute la famille est là, puis ça applaudit. Puis c'est le party. Moi, c'était pas tant ça. Là. Mais ça, c'est vraiment impressionnant de voir les différentes générations. Puis aujourd'hui, ben ça, c'est ben bon. oui.
c'est l'ère TikTok, etc. Donc, nous autres, on n'avait pas ça. On n'avait pas de cellulaire à l'époque. Non, moi, j'ai envoyé des VHS, moi. Maintenant, tu fais clic sur un bouton, puis 10 millions de personnes voient ton highlight. C'était pas ça. Là. Mais à l'époque, comment tu as vécu, mettons, la famille? Est-ce que tu faisais up and down? Ou... Beaucoup. Ouais, beaucoup. Hein? Ouais, puis j'ai eu la chance d'aller à Connecticut avec un de mes coéquipiers de Vanier. Fait qu'on a souvent fait des allers-retours en autobus, en auto. Tu sais, nos amis pouvaient venir, nous pouvaient revenir si on avait un long week-end. Tu sais, Connecticut, ça se faisait quand même bien. Ouais. À Richmond, c'était un peu différent. Là, j'étais loin. Fait que là, j'ai fait un 2 ans où est-ce que je pense que je suis venu... on m'a déposé. Je suis venu peut-être une fois le break de Noël. Puis après ça, je suis revenu après mon dernier match. Là. Fait que là, c'était un peu plus compliqué de revenir. Fait que beaucoup plus d'éloignement. Puis, tu sais, moi, je suis quand même très proche de ma famille. Fait que par cet éloignement-là, fait en sorte que j'ai dû être à l'extérieur de ma zone de confort. Mais ça solidifie aussi tes valeurs, à quel point la famille c'est important pour toi. Puis quand moi je suis parti, ma mère était comme, tu vas partir aux États-Unis, puis tu vas nous oublier, puis tu reviendras jamais. Puis, ouais, je pense qu'après 5 mois aux États-Unis, j'étais comme, c'est impossible que je vis là-bas. C'est sûr que je vais faire qu'est-ce que j'ai à faire aux États-Unis, puis ma vie, elle va être là, proche de ma famille, proche de où est-ce que j'ai grandi. C'est ici que je voulais être. Là. L'instinct, là, en tant qu'homme d'affaires, que tu sois solopreneur, monopreneur, whatever, t'as une entreprise. Parce que moi, ce que j'ai retenu, là, c'est décision sur le tas. Pas eu besoin de réfléchir, c'était boum, j'ai pris la décision. Donc, on peut te dire encore une fois qu'être entrepreneur, c'est prendre des décisions rapides, instinctivement. Être entrepreneur, là, t'es constamment en train de prendre des décisions, t'es constamment en train de solutionner des enjeux. Puis je pense que la force d'un bon entrepreneur, parce que c'est vrai que t'auras jamais tout le temps que tu veux pour prendre la décision, mais tu dois faire confiance en tes instincts, mais tu dois aussi faire confiance en tout le cumul d'informations du passé ou des contextes similaires qui t'aident à prendre une décision qui va faire bouger l'aiguille. Il y a plus de chances que ça soit une bonne chose qu'une mauvaise chose. Fait que moi, je mise beaucoup là-dessus. T'sais, oui, des fois, il faut que tu... Mais il y a souvent beaucoup d'informations du passé qui m'aident, de l'expérience ou quelque chose que tu as déjà lu ou une discussion que tu as déjà eue avec quelqu'un qui t'aide à... pas prendre une décision 100% à nu, là, puis tout à fait aveugle. Là. Ça, c'est le plus important, mais des fois, t'as pas le choix, puis faut que tu trustes ton gut, puis faut que tu trustes que même si c'est pas la bonne décision, que si je me suis vraiment mis dans le pétrin, là, je vais être capable de me démerder. T'sais, je vais trouver les solutions pour me démerder si je me suis vraiment mis dans un creux. Là. Fait que ça aussi, c'est une confiance qui vient avec, OK, oui, des fois, t'as pris la mauvaise décision, t'as fait confiance à la mauvaise personne, ou t'as pas bien évalué l'information, puis tu t'es mis vraiment dans une mauvaise situation, puis qu'est-ce que t'as fait pour te démerder? Puis une fois que t'es habitué de te démerder, tu te dis, mais toute chose a son lot de solutions. Si tu te donnes le temps de mettre tes énergies aux bonnes places, tu vas finir par trouver. Là. C'est vraiment, vraiment ça, être entrepreneur. Ouais. Il y a toujours des solutions dans tout. Il y a toujours des... tu sais, moi, je fais de la consultation pour des grandes entreprises. Là, des fois, c'est drôle à dire, là, mais ils ont plus que 100 employés. Puis, tu sais, moi, je suis chez nous, mais tu sais, le fait de ne pas être dedans, puis d'être en survol, ça nous permet de voir des choses que les autres ne voient pas. Exact. Fait que c'est super intéressant par rapport à ça. Hey, Danny, écoute, c'est repêché avec les Alouettes. Pas repêché par la NFL. Non. Repêché par les Alouettes, par exemple, au 6e tour. Ouais. 43e au choix total dans 2006. Ouais. T'as pas reçu de lettre par la poste? Pas de lettre par la poste. Pas d'email. Pas d'email. Pas d'appel de Jim Pop. C'était... Tu sais, une autre époque. Dans ces années-là, le repêchage se faisait sur Internet seulement. Et puis, pour savoir si c'était repêché ou pas, il fallait que tu sois connecté au site de la Ligue avec l'Internet du temps, puis que tu rafraîchisses ton ordinateur pour voir le prochain show. Puis espérer que personne t'appelle pendant le draft parce que ça coupait ta connexion. Puis, tu sais, moi, je pensais que j'allais être repêché, mais tu sais, je savais pas à quel rang. Fait que là, je commence. T'étais où quand c'est arrivé? J'étais à Richmond. J'étais encore à l'université. Puis là, je vois les choix 1, 2, 3, 4. Tu sais, là, on est rendu en 4e ronde. Puis à un moment donné, je me dis, OK, je suis plus capable, c'est trop stressant.
je suis à mon ordi, je pars à la bibliothèque, je m'en vais faire d'autres choses. Puis je reviens dans ma chambre de dortoir quand le draft, je sais qu'il est terminé. Puis dès que j'ouvre mon ordi, ben j'ai un message de Étienne Boulay via MSN Messenger qui me dit « Danny, c'était trop cool, on est repêché, même draft, on revient à Montréal, on va jouer ensemble. » Puis Étienne, c'est quelqu'un que je connaissais, je m'étais entraîné avec lui longtemps. On se connaissait depuis qu'on avait 16-17 ans. Fait que là, c'est Étienne qui m'annonce que je suis repêché. Puis après ça, je vois que je suis repêché 43e sur 48. Fait que j'ai failli pas être repêché. Et puis, les Alouettes avaient même fait un échange. Fait qu'ils avaient échangé un joueur pour aller chercher un choix pour pouvoir me repêcher. Fait que je me disais, hey, c'est comme ton premier avant-goût du monde du sport professionnel. Là. C'est comme, OK, ben là, c'est business. Là. Quelqu'un a fait un échange, là, t'es repêché, personne t'appelle. T'es un produit. T'es un produit, là. Puis là, tu reçois un appel de l'assistant GM qui essaie de profiter de ton inexpérience pour te négocier un contrat avant que tu puisses contacter un agent. Puis là, tu dis, OK, ça va vite, là. Puis là, on dit, OK, ben là, faut que tu sois au camp d'entraînement. Tu peux-tu venir? Oui, non. Mais j'étais tellement content que ça soit les Alouettes. Moi, j'avais vu les Alouettes quand j'étais jeune. Moi, j'ai commencé à jouer au football au milieu des années 90. Fait que le retour des Alouettes, les Ben Cahoon, les Calvillo, c'est malade. C'était mes idoles. Je me disais, si je n'étais pas pour aller dans la NFL, c'est là que je veux être. Ça, exact. C'était une équipe qui gagnait des championnats. Puis j'étais vraiment content que ce soit les Alouettes. Puis moi, j'étais repêché en 2006. Il me restait une année à faire à l'université. Fait que... moi, j'avais pas dit à mes parents que c'était le repêchage puis que ça s'en venait. Fait que mes parents étaient pas tant au courant. Fait que je suis repêché par les Alouettes. Là, ils commencent à avoir des écrits, des articles dans les journaux, Courrier Laval et tout. Fait que là, je reçois un appel du paternel. C'est quoi cette affaire-là? Il dit, c'est quoi cette affaire-là de repêchage dans les pros? Il te reste une année d'école pour terminer ton MBA. Tu t'en viens pas à Montréal, là? Hey, je te check, là. Non, c'est bon. je vais terminer. Puis, je suis venu en 2007 à Montréal, mais c'était un peu bittersweet parce que moi, j'étais tellement content. Puis, c'était l'objectif ultime. Puis j'avais tellement hâte d'aller passer à cette étape-là, mais de recevoir l'appel pour... Mais je l'aurais fait de toute manière parce que c'était la bonne chose à faire, là, mais pour mes parents, l'objectif ultime, c'est assure-toi que le diplôme. T'as les diplômes en poche. Tu pourras faire tout ce que tu veux par la suite, mais ton MBA de Richmond, ça a une grande valeur, là. C'est quand même fou. Est-ce qu'on peut dire encore une fois que les équipes professionnelles, bien souvent, sont encore off? Parce que, encore une fois, tout est basé sur le gabarit, le ci, le ça. Mais ça prouve encore une fois que la volonté d'un humain trompe encore un paquet de statistiques. Toujours. Parce que tu as quand même gagné 3 Coupes Grey. J'ai joué plus longtemps que bien des gens qui ont été repêchés en haut de moi, avec des plus grands gabarits, des plus gros parcours universitaires. On jouait à des meilleures universités, attraper plus de ballons et tout, des parcours plus décorés. Puis, le repêchage, c'est une science inexacte, là. Puis même, ça l'était dans mon temps, mais même... On parle de la NFL, on parle de tous les différents tous les sports, c'est pareil. Tu peux évaluer, mesurer quelqu'un, voir à quelle vitesse il court, mais il y a tellement d'intangibles. Le cerveau, en arrière. Qui joue dans est-ce que ça va marcher ou pas. Puis intangible interne de l'individu que tu amènes dans l'organisation, mais intangible dans l'environnement dans lequel que tu mets. C'est qui le coach, c'est quoi la ville, c'est quoi les influences, c'est quoi le vestiaire. Ça, tu peux pas le calculer, là. Tu peux faire 1 million d'entrevues pré-repêchage, tu peux pas calculer tous ces intangibles-là. Fait que c'est pour ça qu'il y a des gens qui ratent leur coup, puis c'est pour ça que des fois, tu dis, ben là, que ce gars-là, il a joué 6 ans, puis il a starté, puis il a attrapé des ballons. C'était pas normal. Mais non, oui, ça peut être normal dans le bon environnement. Fait que c'est pour ça qu'il y a toujours des histoires surprises comme ça qui arrivent. Mais ça vient, encore une fois, de ton mindset 100%. dès le jeune âge. Oui. Visualisation, je veux jouer pro, je veux mon MBA, je veux un diplôme à l'époque, tu pensais pas avoir un MBA, mais je veux un diplôme, je veux être éduqué, je veux déjà préparer, je veux faire du sport, mais je veux déjà préparer mon après-carrière déjà. Puis il y avait aussi un sentiment de... Tu sais, il faut que tu sois opportuniste. Puis ça, je l'ai compris quand même assez tôt dans ma vie, puis je pense que
mon père me l'a fait comprendre assez tôt, en jeune âge. Il dit, tu vas pas avoir plein d'opportunités, que ce soit à cause de quoi t'as l'air, ta grandeur, l'environnement, whatever, mais quand t'as une chance, faut que tu la prennes. Là. Fait que moi, j'ai jamais eu le sentiment que tu me donnes une chance, je vais en avoir une deuxième. Fait que you gotta get it right the first time. Puis si t'en as une deuxième, peut-être, grâce à Dieu, peut-être, mais faut que tu sois opportuniste. Fait que moi, quand je suis arrivé au camp d'entraînement comme choix de 6e ronde, je me dis, si j'ai une passe qui est lancée envers moi de toute la pratique, il faut que ça soit attrapé. Si j'ai un jeu, puis il faut que je sache c'est quoi ma responsabilité. Puis j'ai toujours été comme ça dans les différentes sphères de ma vie. Il faut que tu profites des opportunités qui sont devant toi, puis tu les prends pas pour acquis. Puis des fois, j'en vois des gens autour de moi qui ont le sentiment un peu que si c'est aujourd'hui, ça va venir demain, puis si c'est pas demain, ça va demain, puis peut-être je vais avoir 3-4 chances. Puis peut-être qu'eux, dans leur parcours, ils en ont eu 3-4-5 chances. T'sais. Moi, ça n'a pas été ça. Moi, j'ai l'impression que pour avoir ce que j'ai dû être pas mal presque 100% chaque fois que j'ai eu une opportunité. Là. Fait que, tu sais, créateur de richesse, tu regardes ça aujourd'hui, Danny, c'est impressionnant, pareil, son parcours, opportuniste, saute dessus, mindset, visualisation, c'est quand même assez impressionnant parce que tu as soulevé un point, puis c'est drôle, parce que j'ai pris des notes, puis ça, là, c'est sûr, écoute, le sport, là, en général, là, c'est vraiment impressionnant. Quand tu regardes la moyenne des gens qui jouent dans la Ligue nationale de hockey, c'est 5-6 ans. Dans MLS, entre 2,5 et 3,5 années. Dans la LCF, Ligue canadienne de football, 2 à 3 ans, la moyenne. Puis toi, t'as joué 6 ans, puis t'as gagné 3 fucking championnats. C'est incroyable. Puis, tu sais, c'est facile de coller le nom d'une personne à des championnats. Mais tu sais, quand tu prends du recul, tu réalises que c'est pas moi tout seul qui a gagné ces championnats-là. Non, c'est un travail d'équipe. Ultime travail d'équipe, puis tu sais, surtout au football. Là. Mais je me suis créé des opportunités parce que j'ai survécu à des camps d'entraînement, j'ai attrapé des ballons au bon moment, j'ai été toujours bien préparé, j'étais excellent en préparation de saison morte. J'étais dédié, j'étais rigoureux, je manquais pas d'entraînement, j'étais toujours en super condition physique, puis le football, c'était vraiment ma priorité, puis j'avais comme toujours peur de perdre mon spot, fait que j'étais toujours prêt, fait que c'est pour ça que j'ai duré aussi longtemps, c'est parce que je me suis créé des opportunités pour rester là aussi longtemps. Là. Ben, tu sais, la richesse, la liberté, tu sais, le titre du podcast, c'est ça, mais ça se crée, ça se crée, ça c'est justement revenir sur la discipline, la persévérance, tous ces éléments-là que tu as mis en application, puis même si les gens nous regardent, puis vous n'avez pas fait de sport, c'est pas grave parce qu'on peut appliquer la même affaire dans attraper des ballons, pratiquer. Ben, toi, dans ton cas, c'est peut-être une analyse de multilogement. Donc, analyse des propriétés. Puis tu vas tomber sur la bonne, puis tu vas arriver à atteindre ton objectif. Moi, je l'appelle, c'est une recette. Tu sais, la recette qui permet à un athlète d'être bon dans son sport, c'est la même recette qui va permettre à un entrepreneur ou n'importe qui dans n'importe quelle sphère professionnelle de réussir. Tu sais, c'est de l'effort, c'est de la rigueur, c'est de se fixer des objectifs, c'est de bien s'accompagner, c'est de connaître qu'est-ce qu'on fait. Puis tu sais, honnêtement, c'est des choses qui requièrent aucun talent. Tu sais, t'as pas besoin d'être intelligent pour travailler fort. Tu sais, t'as pas besoin de courir super vite pour avoir une longue carrière dans le niveau professionnel. Tu sais, si t'es rigoureux, t'es préparé, t'es opportuniste, tu as le bon mindset quand t'as des accros, puis tu répliques cette recette-là, le succès va venir dans toute chose. Là. Fait que c'est juste d'avoir la bonne recette, puis les bons ingrédients, puis le gâteau va lever. Là. Dans le monde sportif, là, tu sais, quand tu as atteint un certain succès, à un moment donné, le côté glamour, là, tu sais, le côté, là, tout ce qui vient, le flafla, là, ça doit être... est-ce que... c'est facile de tomber dans le vice, là. C'est facile, ouais. Mais donc, est-ce que tu as à dire à nos jeunes là, qui rentrent là, dans le marché, mettons, le jeune, mettons, il a 19, 20 ans, là, tu sais, là, et ça s'en vient, là, où... c'est sur le point où ils viennent d'être repêchés, puis ils nous écoutent en ce moment, là, puis qu'est-ce que, tu sais, pour faire attention sur ce côté glamour-là? Tu sais, moi, faut que juste tu sois bien accompagné.
Puis tout se prépare. Autant la rentrée dans le sport professionnel ou une grosse entrée d'argent parce que tu joues dans la NFL, tout se prépare. Puis tu vas faire des gaffes si t'es pas préparé, puis là, tu réagis sur qu'est-ce que le gars à côté de toi dans le vestiaire il fait, qu'est-ce que tu as entendu un gars au barbershop dire ou un de tes amis dans le quartier dire. C'est là que tu vas tomber dans des mauvais pièges. Là. Mais tu sais, si t'es accompagné, puis tu sais, OK, je m'en vais jouer dans un pro, puis je sais que demain, il y a 2 millions qui vont rentrer dans le compte, mais je sais que dans le 2 millions qui vont rentrer dans le compte, il y a 1 million qui s'en va dans un compte que je pourrais jamais toucher, il y a 400 000 qui s'en va faire ça, puis je vais avoir 200 000 pour dépenser, puis c'est tout ce que j'ai à dépenser, puis t'es préparé à le faire, ben c'est ça qui va arriver, puis tu te mettras pas dans le trouble. T'sais, mais si tu as 2 millions qui rentrent, puis ça traîne, puis tu sais pas quoi faire avec, ça se peut que tu en aies assez pour faire bien des niaiseries avec, là, puis ça peut partir de même. Là. Parce qu'il y a des histoires d'horreur dans le monde du sport. Là, bien sûr, c'est vraiment une question d'être accompagné puis d'être préparé, puis de résister à la tentation de faire des choses qui sont dans la catégorie de « je le fais parce que je veux », puis peut-être que c'est pas aussi important ou c'est pas aussi dans le besoin, puis qui peut nuire peut-être à le long terme. Puis il y aura un temps pour faire ces choses-là. C'est juste d'être un peu patient, puis de dire, OK, j'ai des choses à monter, des choses plus importantes à préparer avec mes ressources. Puis il va y avoir un temps plus tôt que tard si tu fais les choses de la bonne manière qui va te permettre d'avoir la belle voiture que tu veux, puis de faire plaisir à tous les gens autour de toi comme tu veux, puis de faire des cadeaux à tout le monde. Il y aura un temps pour ça, mais il y a des priorités que tu dois t'assurer qui sont cannées avant de faire tout ça. Ouais, c'est une question de maturité. Oui. Moi, je pense que c'est vraiment, tu as dit le bon mot, être bien entouré. Ouais. Mais toi, tu étais bien entouré, tu avais tes parents qui te supportaient quand même, puis dans tes choix, qui faisaient peut-être pas nécessairement leur affaire, mais ils t'ont quand même supporté, sûr, encouragé. Mais le jeune, là... Qui vient d'un milieu où, mettons, les parents ne peuvent pas le supporter ou comprendre, là, on se tourne vers qui pour ça? Trouvez-les. Aujourd'hui, il fut un temps où est-ce que tu pouvais dire les gens ne sont pas accessibles. Aujourd'hui, tu peux pas dire ça. Là. Aujourd'hui, tu n'as pas le droit de dire ça. Bon, moi, j'aurais pas pitié pour personne qui va me dire je peux pas trouver quelqu'un à qui parler parce que je peux pas parler à mes parents. C'est parce que c'est pas assez important pour toi ou tu veux pas trouver la manière de... moi, j'en reçois des messages sur Facebook, sur Instagram. Je suis un jeune de secondaire 3, puis... je suis perdu. Je veux jouer au football, je veux aller aux États-Unis, qu'est-ce que je fais? Puis évidemment, ici, rendu à moi, c'est parce que peut-être que ses parents peuvent pas l'aider ou quelqu'un peut pas l'aider. Fait que, il suffit juste d'oser, de prendre la chance de trouver les gens autour de nous ou même à distance par les réseaux sociaux. Quelqu'un qui a peut-être déjà eu un parcours que tu veux viser, puis trouve quelqu'un qui va pouvoir un peu t'éclaircir, répondre, te donner de la perspective. Ils sont là. Il y en a plein, là. Puis peut-être que ça veut dire que tu vas devoir cogner à quelque portes parce que, moi, je réponds, mais peut-être qu'un autre va pas répondre. Puis peut-être va falloir que tu fasses 3-4 fois. Mais si c'est assez important pour toi, t'arrêtes pas tant que tu trouves pas la personne à qui parler, puis t'avances pas dans le néant tant que t'as pas parlé à quelqu'un, là. Tu sais, t'as toujours été mature, là, puis ça se voit, tu sais, t'as été repêché en 2006 malgré tout, mais c'est rare que dès le bas âge, le jeune pense déjà à l'après-carrière et il vise la carrière professionnelle aussi en même temps. Ouais. On va dire, le parallèle, là, c'est au niveau du mindset puis du cerveau, là, parce que moi, j'ai toujours l'impression de dire « si je vise le après, ça veut dire que j'ai peur de pas arriver à ce que je veux. » Donc, le cerveau, on dirait qu'il y a de la misère à capter ça. Ouais, c'est vrai. Puis je l'ai souvent entendu. Tu es tellement all-in, puis tu as peur d'investir dans l'après pour nuire à ton présent. Ouais. Mais en tout cas, mon expérience personnelle, c'est que c'est possible. Parce que moi, j'ai l'impression qu'avant de prendre ma retraite du football professionnel, j'étais déjà en mode préparation de l'après. Avant d'arriver dans la NCAA, ben, j'étais déjà en train de préparer, même si j'étais au cégep. Donc, je pense que c'est sage d'investir dans la préparation à qu'est-ce qui s'en vient, pour éviter que tu te fasses surprendre ou que tu sois prêt. Puis même quand tu es préparé, il va y avoir des surprises. Là. Fait que, je pense que c'est juste sage d'avoir un peu de vision sur qu'est-ce qui s'en vient tout le temps. Tu as soulevé la Coupe Grey 3 fois.
Dans ton après-carrière en tant que conseiller financier, on soulève-tu des trophées aussi? Ben, tu sais, des fois, tu peux gagner des honneurs. Des prix, ouais. Des prix, ouais, plaques. des plaques, ben oui, mais honnêtement, là, quand, tu sais, moi, quand j'ai arrêté de jouer au football, je pensais que je voulais faire du coaching de football, tu sais, fait que j'étais allé coacher à l'Université de Montréal. Puis après ça, j'ai fait de la transition vers le conseil travail autonome. Puis, tu sais, tes réussites sont redéfinies d'autres manières. Quand tu fais vers le conseil, vers l'accompagnement, mais tes trophées, c'est quand les gens que tu conseilles réussissent. T'sais, fait que quelqu'un était tout croche, puis là, tu réalignes son plan, puis là, ça fonctionne. Puis là, il t'appelle, puis il dit « Hey, ça a marché, j'ai réussi, je vois clair, le plan a fonctionné. » C'est ça le meilleur trophée que tu peux pas lever. C'est la plus belle réussite. Je vais te présenter à tout le monde, puis OK, lui, il faut que je te parle de lui. Puis là, tu reçois un appel. « Ah oui, c'est un tel qui m'a parlé de toi, puis tu l'as tellement bien aidé que... » C'est ça, nos nouvelles réussites. Puis il n'y a pas un trophée, une bague qui peut dupliquer ça. Là, fait que c'est ça, nos nouvelles réussites quand on est dans la... Parce qu'aujourd'hui, tu prends des jeunes familles, t'es pousses, ben, un peu comme moi, je prends des jeunes investisseurs, je les pousse, j'ai créé plein de multimillionnaires aujourd'hui, puis c'est ça notre trophée. Hein? Exact, notre trophée, c'est de ne pas avoir de trophée, justement. Mais c'est ça. Puis de dire, hey, wow, qu'est-ce qu'on a, on a transmis la bonne affaire. C'est ce qu'on apprend, je pense, dans l'accomplissement personnel, c'est que quand tu t'entames ton parcours de réussite, tu dis, OK, je veux pour moi-même, je veux avancer. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu as accompli certaines choses, puis tu te dis, je suis comme pas rassasié. Puis tu te dis, la prochaine réussite personnelle va pas plus te rassasier. Qu'est-ce qui va te rassasier? C'est d'aider d'autres personnes à réussir, parce que là, tu peux partager des connaissances, partager tes erreurs, puis t'aides d'autres personnes, fait que tu dupliques un peu les choses que tu as vécues. Puis je pense que c'est là que tu vas chercher plus d'appétit pour te rassasier. Là. Dans le podcast Richesse et Liberté, on parle tout le temps des 7 piliers. Puis là, je te pose une question, puis tu me dis si c'est des investissements que tu fais, tout simplement, pour voir. L'immobilier. Oui. L'entreprise d'opération. Ben, oui. Les arts, tu sais, comme les toiles. Non. Ça, c'est quelque chose, là. Je sais. Puis j'avais été à une galerie d'art, puis on m'avait parlé d'un peu de cet aspect d'investissement, puis c'est peut-être dans la to-do list, là. Ouais. C'est être opportuniste, ça. Dans l'art, c'est être opportuniste. Tu sais, Confetti qui a fait cette toile-là. Ben, en 2019, elle était 700$, puis là, elle est rendue 7-8 000$. C'est ça. C'est comme dans toute chose, là, faut que tu le comprennes, faut que tu aies la volonté d'aller chercher l'information pour voir c'est quoi la game. C'est quoi la game? Et est-ce que tu te plais dans cette game-là? Exactement. Comment tu la joues? T'es-tu capable de la jouer? T'es-tu capable de la comprendre? Puis, pour jouer la game, il faut que tu comprennes que, OK, aujourd'hui, ça vaut 700$, mais si je l'investis 700$, ça peut valoir 7000$. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que le 700$ de lui ou d'un autre, ben lui, il va monter à 7000$? Puis c'est-tu l'artiste? Es-tu vivant? Es-tu mort? Paquet d'affaires. Es-tu populaire? Il a-tu fait les nouvelles? Ou whatever, tu sais. Les métaux? Tu sais, là, les métaux, là, de l'argent, là, proprement dit, brut, là, ou de l'or en lingots. J'en ai pas un lingot, mais j'ai un petit peu d'or, comme juste or, peu. Parfait. Ouais. Des investissements boursiers. Oui. Crypto? Un petit peu. Un petit peu. OK. Ouais. On touche pour comprendre. Exact. Moi, je suis pareil. Ouais. Tu sais, juste pour voir. Ouais. comment ça bouge. Pas avoir l'air out. Ben, c'est ça, tu sais, mais pour moi, tu sais, c'est puis ça, c'est mon parcours. Tu sais, j'ai l'impression que dans l'univers de l'investissement, il y a des choses qui ont démontré que c'est des valeurs plus sûres. Comme le marché boursier traditionnel puis l'immobilier, c'est des choses que, tu sais, dans les 100 dernières années, quelqu'un a mis ça. Ça bouge pas. Tu sais, ça monte. C'est du long terme. Versus, il y a d'autres choses qui sont plus comme... Volatile. Volatile, chasse à des coups de circuit.
moi, j'ai misé beaucoup dans des choses que je sentais qui étaient de valeur sûre. Puis peut-être qu'à cause que moi, j'ai investi dans des affaires de valeur sûre, mes enfants vont pouvoir faire des choses comme la crypto, puis vont pouvoir faire des choses un peu plus volatiles et flyées. Là. Mais moi, ça a été ça. Là. Fait que, les choses que je comprends, puis que je me disais, hey, 99% des gens qui ont bâti des fortunes, c'est avec l'immobilier, puis c'est avec l'investissement boursier. Oui, il y en a 2-3% qui le font de d'autres manières, mais je vais commencer avec ce que je sais qui a été prouvé, démontré, puis avec le temps, j'investiguerai comment les autres choses se font. Là. Les placements, les investissements de placement, CELI, etc. Oui. Ben oui, parce que c'est de l'optimisation fiscale. Il faut que tu aies il faut que tu sois capable d'optimiser fiscalement ton investissement pour en faire le plus possible. Fait que ta gestion de l'impôt est très importante, puis tu peux le faire avec les véhicules que le gouvernement fournit. Parle-nous donc un petit peu de ta carrière, là, justement, comme conseiller financier. Comment t'es tombé là-dedans? Écoute, j'étais entraîneur. Je suis parti du monde de l'entraîneur. Je suis allé travailler en vente de vêtements sportifs. Puis après ça, la pandémie est arrivée. Fait que là, il y avait beaucoup de gel de budget. Les sports, les écoles étaient on-off. Fait que c'était pas une très belle industrie. Puis je cherchais à me rapprocher de mes... qu'est-ce que j'aimais? Moi, j'avais fait un bac en finance, j'avais fait un MBA. J'avais un profil d'entrepreneur. J'aimais la finance, j'aimais le social. Puis, c'est un bon mix. Ouais, j'avais essayé de rentrer dans le domaine bancaire, mais... Trop rigide. Ouais. Parce que oui. Puis j'ai senti que pour quelqu'un qui avait eu... j'avais un beau parcours académique, j'avais une carrière professionnelle, j'avais coaché, j'avais une certaine notoriété. Puis je me suis fait dire par les banques, toi puis un jeune qui sort des bancs du HEC, c'est la même chose. Même salaire, même valeur, puis on verra. Puis je sais que jamais de la vie. Moi, j'avais un parcours d'hypothèque, des dépenses et tout. Fait que j'ai dit non. Puis là, j'étais allé m'asseoir avec Patricia Demers, qui était la DG de Fondation... maintenant, c'est Fondation Aléo. Puis, j'ai dit qu'est-ce que je recherchais, les éléments comme que je t'ai décrit. Puis elle m'a dit, va parler à ces deux personnes-là. Puis j'ai reach out, puis je me suis assis avec eux, puis ils m'ont dit, OK, en conseil, voici qu'est-ce qui est possible. Tu peux bâtir ta propre entreprise. Tu commences de zéro, puis tu vas travailler super fort, puis tu feras pas d'argent, puis tu vas bâtir des relations, puis un moment donné, tu vas avoir une fondation, puis tu vas avoir un effet boule de neige, puis tu vas être récompensé par tes efforts au fur et à mesure que tu bâtis ta business, mais tu vas créer une entreprise qui un jour peut-être va pouvoir accueillir tes enfants ou que tu vas pouvoir léguer, que tu vas pouvoir vendre. Puis moi, toutes ces choses-là... ça te parlait? Ça me parlait. Puis autant c'était plate de sentir qu'il fallait que tu recommences à zéro, mais je me suis dit, écoute, j'ai toujours misé sur moi-même. Je vais avoir ce que je mérite. Fait rock que, and roll. Let's go. Fait que j'ai commencé par mes parents, une personne à la fois, puis des acquisitions, puis à un moment donné, tu clignes les yeux, puis là, tu as des centaines de clients, puis là, tu as un book, puis là, tu vois, tu passes au deuxième niveau, puis là, tu sens que tu as vraiment construit une entreprise qui est viable, fait que là... j'ai trouvé ma ligne, l'entrepreneuriat via le conseil financier, c'est vraiment l'environnement parfait pour moi. C'est de l'accompagnement, c'est de la finance, c'est de la stratégie, c'est de la science financière, puis t'accompagnes des gens à se rendre à leurs objectifs financiers. Fait que moi, je suis super bien tombé avec ça. Là. Créateur de richesse, t'es là en ce moment, tu nous regardes. Si jamais t'as envie de te faire conseiller au niveau des conseils de placement, tu veux prendre ton avenir en main pour atteindre la liberté financière, puis tu crois que ça peut être une voie pour toi, cette voie-là aussi, à la fois pas juste l'immobilier ou l'entrepreneuriat, mais aussi également faire des placements et tout. Je vais mettre le lien juste en bas de la vidéo, OK, de Danny, OK, Danny Desrivaux. Tu vas pouvoir cliquer sur ce lien-là, tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec.
Là, c'est pas pour faire des gâteaux, là. Donc, l'objectif, c'est si tu as envie de te prendre en main ou tout simplement parler de la carrière parce que peut-être que tu veux devenir un conseiller financier. Il va répondre à tes questions. Mais sinon, je te mets le lien en bas. Rock and roll, let's go. Parce que le podcast de Richesse et Liberté, c'est aller chercher des pépites puis t'aider à croître justement vers ta liberté financière, ta richesse personnelle. Danny, tu sais, quand on se retrouve assis dans une table de cuisine, j'appelle ça une table de cuisine, aujourd'hui c'est le Zoom, mais il y a bien encore des tables de cuisine pas mal. Mais quand t'es analyste à RDS, puis t'analyses un dossier de famille, en fait, les deux, c'est de l'analyse. 100%. Comment tu utilises le leverage de tout ton passé de carrière de footballeur, d'analyste? Tu sais, je me rappelle, là, il y a 24 gars sur le terrain, puis là, tu analyses comment les gars sont tous placés, boum, 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 puis là, on se positionne, on avance, on fonce dans le tas, puis toi? Tu sais, ce qu'on apprend en maîtrise, c'est que faut que tu analyses des choses, mais pour analyser des choses, il faut que tu aies de l'information. Fait que moi, avant d'analyser un dossier de famille ou en gestion, conseil financier, faut que j'ai bien de l'information. Fait que souvent, au début, je vais poser bien des questions. Tu travailles, c'est-tu des revenus de salarié, travail autonome? T'as-tu de l'immobilier? T'as pas d'immobilier? Tu veux-tu avoir une retraite, faire le tour du monde 4 fois par année, ou bien toi, tu sais, rester chez vous puis rien faire, ça te compte comme retraite? Puis avec toutes ces informations-là, ben là, moi, je suis capable d'analyser puis de monter quelque chose. En analyse de football, c'est la même chose. Tu sais, je connais les équipes. Puis là, moi, je vais faire un gros travail d'aller chercher de l'information. Je vais l'analyser. Puis c'est cette information-là, après analyse, que je vais redonner au public quand on me pose des questions sur c'est quoi mes opinions. Fait que c'est toujours basé sur la collecte d'informations. Fait que c'est pour ça que pour moi, les deux me sollicitent énormément. Puis, tu sais, je suis quand même un football junkie. Tu sais, je suis autant un football junkie qu'un finance junkie. Fait que moi, j'aime ça, analyser puis essayer de comprendre des fois, 3e, 4e niveau, qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain, pourquoi le carrière en arrache, pourquoi on ne lance pas assez le ballon, pourquoi la défense n'est pas capable d'arrêter le jeu au sol. Tu sais, moi, j'aime ça, être capable de solutionner pourquoi, puis de le vulgariser, puis de l'expliquer aux gens. Parce que quand j'étais coach, il faut que tu sois passionné, il faut que tu sois curieux pour le comprendre. Tu sais. Puis si tu veux, comme coach, être bon à coller des bons jeux, ou comme joueur, être bon à attaquer les défensifs, il faut que tu comprennes qu'est-ce qu'il y a devant toi, qu'est-ce qui joue défensivement, où sont les faiblesses, où sont les avantages, qu'est-ce qu'il essaie de faire. Puis, tu sais, ça aussi, ça aide. Fait que c'est l'information, l'analyse qui permet d'exécuter puis de livrer de la bonne marchandise. Le marché de la finance est tout le temps en mouvement. Il y a toujours des nouveaux produits là, à travers ça. Donc, toi, tu es tout le temps en train d'apprendre pour offrir les meilleurs produits. Absolument. Puis, tu sais, c'est ça aussi qui est cool dans qu'est-ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Il n'y a pas une journée qui est pareille. T'sais, moi, je vais passer des fois des journées à aller avec un camion, ramasser des choses, puis aller à l'éco-centre d'un immeuble à revenus, collecter des loyers, aller voir un chantier, aller faire un mandat télévisé à RDS, parler des matchs San Francisco contre les Panthers, à avoir un dossier de planification de retraite parce que monsieur a un fonds de pension gouvernemental, puis un immeuble à revenus, puis il ne sait pas s'il doit vendre, garder, prendre la RRQ. Comme toutes mes journées, c'est toujours comme ça. Puis on ajoute à ça, comme tu as dit, là, les contextes économiques. Là, ça pète-tu en Iran? C'est-tu Russie, Ukraine? On a changé de président aux États-Unis? C'est quoi le climat géopolitique? Ça affecte vraiment les retours. Ça affecte tout. C'est toute de l'information que tu utilises dans tes analyses, mais faut que tu aimes ça parce que c'est toujours en train de bouger, faut que tu es toujours en train de solutionner. Puis faut que, tu sais, dans le monde du conseil, faut que tu aies quelque chose à dire quand le client OK, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'il faut que tu es capable d'avoir une réponse qui est basée sur un peu d'analyse d'information. Malade. Écoute, s'il y a un jeune entrepreneur aujourd'hui qui nous écoute puis qui il est sur la ligne de diverge, on va dire. Là, il s'en va pour rentrer dans son début, mais c'est quoi le meilleur jeu stratégique pour qu'il puisse atteindre sa liberté financière? Un jeune? Un jeune. On va dire 20-25. C'est de se lancer. Oh! Ah oui, c'est de se lancer. Rock and roll. Ah oui, surtout à cet âge-là. Je crois que c'est l'âge parfait pour se lancer et s'attendre à se péter la face
apprendre, puis d'avoir le temps de se relever, puis d'avoir un 25-35 de rockstar. Tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, souvent, les gens, ils ont peur de se lancer parce que, OK, qu'est-ce qui arrive si je laisse ma job de salarié, puis là, tu vas t'en trouver un autre job de salarié. Tu sais, il y en a plein. Il y en a plein, là, tu sais, mais si tu as cet appétit-là, puis tu as cette flamme en toi de faire de l'entrepreneuriat, il faut que tu te donnes une chance de l'expérimenter, puis un jeune qui a 25 ans, c'est le temps parfait. Je parle pas de quelqu'un qui a 45 ans et vit des enfants, famille. Là, la décision est différente. Le discours est différent. Mais un jeune, aujourd'hui, qui veut faire, puis, tu sais, je dis, lance-toi, tu sais, sois accompagné. Comme il y a des gens qui sont là qui peuvent t'aider, te guider. Il y a pas de raison pour qu'un jeune de cet âge-là ne se lance pas avec l'accompagnement disponible. Puis, surtout avec la mise en garde que tu te lances pas aujourd'hui, puis demain, tu es millionnaire. Tu vas te lancer, tu vas faire des gaffes, tu vas te planter, tu vas te relever, puis tu vas recommencer. Puis à un moment donné, tu vas comprendre qu'est-ce que tu fais, tu vas prendre les meilleures décisions. Je sais pas de quoi tu parles. Puis là, ben c'est ça. Tout le monde qui a fait de l'entrepreneuriat a déjà bien perdu, a fait bien des gaffes, puis il s'est relevé, puis il a appris des leçons, des fois coûteuses, puis s'est pas découragé, puis a été meilleur le 2e et 3e cycle. Fait que imagine si tu fais ça à 20 ans, à 20 à 25 ans, ton 25 à 35, ton 30 à 35, t'es un rockstar. Là. Est-ce que tu as à dire justement à celui qui sort de l'université puis qui pense que là, vu qu'il a un diplôme en poche universitaire, il n'a plus besoin de rien apprendre? C'est le pire piège. De penser que tu n'as plus besoin d'apprendre. Je pense que dans la vie, tu es récompensé pour ta capacité d'en apprendre, puis de te créer de la valeur, puis de redonner qu'est-ce que tu as appris. C'est de l'apprentissage continu. Je pense que les gens qui arrêtent d'apprendre, ils stagnent. Tu vas atteindre un niveau, puis tu vas répéter les mêmes choses, puis il n'y aura pas de croissance. Là. Fait qu'il faut que tu sois prêt à apprendre. C'est ce que tu veux. Il y en a que, à un moment donné, tu es rendu où est-ce que tu es, puis tu es à l'aise là, puis tu es stable là, puis ça te convient. Là. Mais si tu veux avancer, il faut que tu sois prêt à apprendre des choses. Que ce soit mieux apprendre que ce que tu fais déjà ou apprendre des choses autres. T'sais. Fait que l'apprentissage est continuel. Là. Malade. Danny, le mot de la fin pour nos jeunes, moins jeunes, personnes avancées, peu importe. Je te laisse entre les mains. La récompense est dans l'action. J'en vois trop souvent des gens, peu importe à l'âge, là, qui ne sont pas dans l'action, sont dans la réflexion. Ils attendent parce qu'ils ne sont pas certains. Un moment donné, time is now. Comme, faut agir. Puis oui, des fois, tu vas agir puis tu vas te tromper, mais tu vas apprendre. Fait que tu vas avancer quand même. Fait que c'est juste, soyez dans l'action. Créateur de richesse, Danny Desrivaux, notre invité aujourd'hui. Donc, l'analyse paralyse. Donc, passer à l'action. Bien s'accompagner, bien important. Soyez discipliné, soyez persévérant. Avancez avec tout votre cœur. Et si vous n'êtes pas certain dans quoi vous voulez vous avancer, ben allez voir différentes personnes en ligne. Tu veux apprendre à faire des placements boursiers, ben regarde en ligne, il y a plein de monde qui peuvent t'apprendre à faire des placements boursiers toi-même, de la crypto, de l'immobilier. Si tu veux avancer en immobilier, ça va me faire plaisir de t'accompagner là-dedans. Donc, si tu veux faire des flips de terrain, si tu veux construire ton prochain multilogement ou bien tout simplement construire ton prochain complexe commercial, avoir des beaux comme Dollarama, McDonald's, Jean Coutu, etc. On accompagne les futurs investisseurs qui désirent justement avancer sur cette avenue-là. Entre-temps, n'oublie pas, clique sur la cloche pour avoir la notification du prochain coup et écris en commentaire n'importe quelle question pour Danny ou pour moi. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis on se voit la semaine prochaine avec un autre de nos invités. Entre-temps, je vous souhaite bon week-end. Ciao, ciao!